Les grenouilles, c'est une image assez familière, non? On les imagine facilement, voilà, près des mares, cachées dans l'herbe, on entend leur chant le soir. Oui, elles font vraiment partie du décor, pourrait-on dire. Exactement. Mais bon, derrière cette image un peu simple, il y a des créatures vraiment étonnantes, des petits prodiges de l'évolution qui vivent entre deux mondes, l'eau et la terre. Tout à fait. Et d'ailleurs, un truc assez incroyable pour commencer, saviez-vous qu'une grenouille, ça peut respirer par la peau? Ah oui, c'est une de leurs particularités les plus fascinantes. Alors justement, aujourd'hui, notre discussion, elle va nous emmener dans l'univers de ces amphibiens. On va s'appuyer sur un texte qui s'appelle «Le miracle et la menace de la grenouille». Hmm. L'idée, c'est d'explorer un peu leurs capacités, qui sont parfois extraordinaires, on va le voir, et puis aussi de comprendre pourquoi leur avenir est devenu si incertain. Oui, il y a une vraie dualité là. Bon, alors on y va? Plongeons un peu dans ce qui rend leur biologie si spéciale. Allons-y. Alors, cette histoire de respiration par la peau, par exemple, ça mérite qu'on s'y arrête un peu. Le texte explique qu'elles ont des poumons, assez classiques, Oui, comme beaucoup de vertébrés terrestres. voilà. Mais en plus, leur peau, qui est très fine et toujours humide, elle joue un rôle essentiel pour respirer. Essentiel, oui. C'est pas juste un complément. Apparemment, elle absorbe l'oxygène directement, que ce soit dans l'eau ou même dans l'air très humide. C'est comme un deuxième système respiratoire en quelque sorte. C'est tout à fait ça, on appelle ça la respiration cutanée. Mais alors, la conséquence, c'est qu'elles doivent impérativement rester humides. Ah bah oui, c'est la condition sine qua non. Si la peau s'assèche, c'est la catastrophe. L'échange gazeux ne se fait plus correctement. Et c'est l'asphyxie, comme dit le texte. Exactement. C'est une adaptation vraiment remarquable à leur vie amphibie, cette double respiration. Ça leur donne une liberté énorme. Ah oui, comment ça? Ça leur permet de rester sous l'eau plus longtemps sans remonter sans cesse pour respirer par les poumons, mais aussi de vivre dans des milieux terrestres très humides, les sous-bois après une pluie, les forêts tropicales. D'accord. Ça leur donne une flexibilité pour chasser, se cacher? Voilà, c'est une flexibilité énorme pour explorer plein de micro-habitats. C'est un avantage évolutif majeur. Ça explique en partie leur succès pendant des millions d'années. Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'elles sont hyper vulnérables à la qualité de l'eau? J'imagine qu'une peau qui laisse passer l'oxygène... Vous mettez le doigt dessus. C'est le revers de la médaille, oui. Ah! Une peau si perméable, si fine, elle absorbe aussi très facilement les polluants. Pesticides, métaux lourds, tout ce qui peut traîner dans l'eau. Ça passe directement dans leur organisme. Directement. Et ça peut avoir des effets toxiques très rapides, bien plus que chez des animaux avec une peau plus épaisse. C'est pour ça qu'on dit souvent que les grenouilles sont des sentinelles de l'environnement. Des sentinelles, oui, je vois. Leur état de santé nous dit quelque chose sur l'état de l'eau. Exactement. C'est un miroir direct de la qualité de leur milieu aquatique. C'est fascinant. Et un peu flippant aussi, quand on y pense. Oui, ça souligne leur fragilité face aux pollutions. Mais ce n'est pas leur seule prouesse physique. Le texte les décrit aussi comme des athlètes, surtout avec leurs pattes arrière. Des formidables propulseurs, c'est le terme utilisé. Ah oui, là, on entre dans le domaine de la performance physique pure. Et les chiffres sont dingues. Une grenouille peut sauter jusqu'à 20 fois la longueur de son propre corps. 20 fois, oui. C'est considérable. Pour qu'on se représente, l'auteur fait une comparaison, c'est comme si un humain, hop, d'un seul bond, traversait quasiment un terrain de foot. C'est une très bonne image, ça parle tout de suite. C'est phénoménal comme rapport puissance-taille. Et comment ça marche, d'un point de vue mécanique? C'est une biomécanique très efficace. Ces longues pattes arrière, elles combinent des os qui agissent comme des leviers très optimisés et une musculature explosive. Explosive. Oui, capable de stocker de l'énergie élastique et de la libérer très très vite. C'est pas juste pour le show, évidemment. Non, j'imagine bien, c'est pour la survie. Exactement, c'est fondamental pour la survie. Un saut comme ça permet d'échapper à un prédateur en une fraction de seconde. Zoup, disparu. D'accord. Et pour se déplacer aussi? Oui, pour franchir des obstacles, bouger vite entre deux points d'eau, ou même attraper une proie un peu rapide, c'est une locomotion très efficace, finalement assez économe en énergie, pour couvrir de la distance rapidement dans un environnement qui est souvent plein d'embûches pour un petit animal. Une efficacité redoutable, donc. La forme au service de la fonction de survie. Et c'est un bel exemple d'optimisation évolutive, oui. Mais les grenouilles, ce ne sont pas que des sauteuses hors pair. Le texte les appelle aussi, de façon assez jolie, les musiciens de la nature. Ah, le chant des grenouilles. Vaste sujet, hein? On pense souvent au coassement classique, un peu monotone peut-être, mais apparemment c'est beaucoup plus varié que ça. Chaque espèce a sa signature vocale en fait.
C'est ça. C'est un véritable langage. Ces chants, ces coassements, ces clics. Ça sert principalement aux mâles pour attirer les femelles pendant la saison des amours. Ah, c'est un appel nuptial. Oui, un appel spécifique qui permet aux femelles de reconnaître les mâles de la bonne espèce. Mais ça sert aussi à marquer son territoire, à dire aux autres mâles attention, ici c'est chez moi. Et la variété est vraiment sous-estimée, dit le texte. Surtout la nuit, près des points d'eau, ça peut devenir un vrai concert. Ah oui, une véritable symphonie parfois. L'auteur parle de trilles aigus, de coassements très graves, de clics métalliques, et même de sons qui ressemblent à un moteur de moto miniature. On imagine l'ambiance. C'est ça, une ambiance sonore très riche, très vivante. Et ce concert, ce n'est pas juste pour faire joli, hein. Non, non, non. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre ? Comme le souligne le texte, leur chant raconte l'histoire d'un écosystème en bonne santé. C'est un concept clé en écologie. Ah oui, les grenouilles comme indicateur. Exactement. La diversité des chants, l'intensité du concert, le nombre d'espèces qu'on entend, tout ça, c'est un excellent indicateur biologique. Donc une chorale bruyante et variée, c'est bon signe. En général, oui. Ça suggère que l'écosystème va bien, bonne qualité de l'eau, assez de végétation, de nourriture, pas trop de perturbations. C'est un signe de vitalité. Et comment les scientifiques s'y prennent pour décoder ça ? Ils enregistrent ? Oui, beaucoup. On fait des inventaires acoustiques. On pose des micros, on enregistre, surtout la nuit, et après en labo, on analyse les sons pour identifier les espèces. On peut compter combien il y a d'espèces différentes. La richesse spécifique, comme on dit. C'est ça. Et parfois même estimer l'abondance de certaines populations. Et surtout, en faisant ça régulièrement, sur plusieurs années, on peut voir les changements. Si une espèce disparaît ou si le volume général baisse. Voilà. Un silence qui s'installe là où il y avait un concert, c'est souvent un très mauvais signe. Un signal d'alarme précoce d'une dégradation de l'environnement. On peut vraiment écouter la santé d'un écosystème. C'est incroyable comme outil. Malheureusement. Et c'est là qu'arrive la partie menace du titre du texte. Cette symphonie, elle s'affaiblit. Ah, Elle s'éteint même dans beaucoup d'endroits du monde. C'est la dure réalité. Les amphibiens, et les grenouilles en particulier, sont parmi les animaux les plus menacés sur Terre. les plus menacés. Oui. À ce point. Oui. On observe un déclin massif, rapide, à l'échelle mondiale. C'est très préoccupant. Et quelles sont les raisons ? Le texte en donne plusieurs, je crois. Oui. Les causes sont multiples, et souvent elles s'additionnent, ce qui aggrave les choses. Il y a d'abord, et c'est majeur, la destruction et la fragmentation de leurs habitats. Les zones humides. Exactement. Les mares, les étangs, les marais, tout ça disparaît à une vitesse folle. Urbanisation, agriculture intensive, drainage. Or, c'est vital pour elles, pour se reproduire, pour vivre. Et la pollution, on en parlait, avec leur peau sensible. Bien sûr, pesticides, herbicides, engrais, polluants industriels, tout ça contamine l'eau, les sols et les atteint directement. Et puis, il y a le changement climatique. Lui aussi. Oui, il modifie les pluies, assèche des zones, augmente les températures, ça perturbe leur cycle de vie, ça peut dépasser leurs limites de tolérance et ça favorise aussi certaines maladies. Ça fait beaucoup de pression en même temps ? Énormément. Et si on regarde la situation globale, le texte met en avant une menace bien particulière qui a fait des ravages ces dernières décennies. Une maladie. Une maladie, hein ? Quelle maladie ? Une maladie émergente causée par un champignon microscopique, un champignon aquatique, le Batrachocytrium dendrobatidis. Ça donne la chytridiomycose. Chytridiomycose. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait, ce champignon ? Il infecte la peau des amphibiens. Et comme on l'a vu, la peau est vitale pour eux, pour respirer, pour leur équilibre en eau. Donc ça attaque leur point fort, en quelque sorte. Exactement. Ça perturbe ses fonctions vitales. Et ça a provoqué des hécatombes, des déclins de population foudroyants, des extinctions locales, voire totales pour certaines espèces. Surtout en Amérique centrale, Amérique du Sud, Australie. C'est une véritable pandémie chez les amphibiens. Une pandémie, c'est terrible. Et on sait d'où il sort ce champignon. Il est nouveau ? C'est encore un peu débattu, mais l'hypothèse dominante, c'est qu'il s'est répandu assez récemment à l'échelle mondiale. Comment ? Probablement favorisé par le commerce international d'amphibiens, pour les labos, les animaux de compagnie. Et puis, les changements environnementaux, le climat, ont pu le rendre plus virulent ou aider sa propagation dans certaines zones. Exactement. Très probablement, oui. Et ça pose question, hein. Qu'un seul petit champignon puisse avoir un impact aussi dévastateur sur tout un groupe animal, à l'échelle planétaire. Ça montre la vulnérabilité des écosystèmes face à ces nouvelles menaces,
souvent liées à la globalisation. Et de voir un groupe si ancien, le texte dit plus de 200 millions d'années d'histoire, Oui, elles ont connu les dinosaures, elles ont survécu à plusieurs extinctions de masse. et de les voir aujourd'hui si menacés si rapidement, ça donne le vertige. Ça montre une fragilité qu'on ne soupçonnait pas. C'est un indicateur très fort de l'ampleur de notre impact, oui. Alors face à ce tableau assez sombre, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras? On se résigne à ne plus entendre ces concerts? Non, heureusement. Et le texte insiste là-dessus. Et c'est important. Il y a une section sur l'espoir. Tout n'est pas perdu, dit l'auteur. Ah, quand même! Oui, face à l'urgence, il y a une mobilisation. Des scientifiques, des associations, des gestionnaires d'espaces naturels, et même des citoyens. Beaucoup de gens se bougent pour essayer d'inverser la tendance. Et concrètement, ça donne quoi ces efforts? C'est assez varié. Sur le terrain, ça va être protéger les habitats qui restent, vraiment les sanctuariser. Ça peut être aussi restaurer des zones humides qui avaient été abîmées ou détruites. Recréer des mares, par exemple. Oui, recréer des mares, améliorer la qualité de l'eau, et pour les espèces vraiment au bord du gouffre, il y a des programmes d'élevage en captivité. Pour les protéger du champignon, notamment. Oui, on les élève à l'abri des menaces, dans des conditions contrôlées, avec l'espoir de pouvoir les relâcher plus tard dans des sites sécurisés. C'est long, c'est complexe, ça coûte cher, mais ça a déjà sauvé des espèces de l'extinction. Et le texte parle aussi de sensibilisation du public. C'est important aussi, ça. Hein. Ah, mais c'est crucial. Faire savoir tout ça. Expliquer pourquoi les grenouilles sont importantes, quelles sont les menaces, ce qu'on peut faire. C'est la base pour que les gens se sentent concernés, pour qu'ils soutiennent les efforts de conservation. Oui, pour créer une prise de conscience collective. Exactement. Et ça peut aussi inspirer des actions plus locales, plus individuelles. C'est ça qui est intéressant aussi. Le texte dit joliment « chaque mare, chaque jardin, chaque petit point d'eau qu'on préserve, c'est une chance de plus ». Ça ramène la préservation à une échelle très concrète, en fait. C'est pas seulement les grandes réserves. Non, pas seulement. Le petit geste compte. Garder une petite mare dans son jardin, sans poisson rouge qui mange les têtards. Ne pas mettre de pesticides juste à côté. Voilà, laisser un coin un peu sauvage, avec des feuilles et un tas de bois, pour qu'elle puisse s'abriter. Ça peut paraître modeste, mais si plein de gens font ça, ça crée un réseau. Un réseau de petits refuges. C'est ça, des petites stations-service écologiques qui aident les populations à survivre, à se déplacer dans des paysages qui sont de plus en plus morcelés. Offrir un petit point d'eau, c'est offrir un lieu de ponte, de l'eau, des insectes. C'est contribuer, à son échelle, à maintenir un bout de cette symphonie naturelle. Pour qu'on puisse encore entendre ce croix familier le soir, comme dit le texte. Exactement, que ce chant soit encore là pour nous rassurer sur la vie qui nous entoure. C'est une belle image, oui. Le retour du chant comme signe que ça va mieux, que les efforts paient, ça donne envie d'y croire. Tout à fait. Bon, alors si on essaye de résumer un peu les points forts de cette exploration autour du miracle et la menace de la grenouille, on a vu des créatures avec des adaptations vraiment incroyables, Oui, cette respiration par la peau, à la fois une force et une faiblesse. et cette puissance de saut complètement folle. Un outil de survie essentiel. On a compris aussi que leur chant, c'est pas juste du bruit, c'est un langage et surtout un baromètre de la santé de nos écosystèmes. Un indicateur précieux, oui. Mais en face, il y a la dure réalité des menaces. La destruction des habitats, la pollution, le climat et cette maladie terrible, la chytridiomycose. C'est vraiment la rencontre entre un miracle de l'évolution et une menace très actuelle, très pressante. Heureusement, l'espoir est là, avec les efforts de conservation, la prise de conscience, qui, on l'espère, va continuer de grandir. Oui, il faut rester mobilisé. Et peut-être, pour finir, une petite invitation à la réflexion, inspirée par la fin du texte. Oui, ouais. La prochaine fois qu'on croise une grenouille, par hasard, au bord d'un chemin, dans l'herbe, peut-être juste prendre un instant, Vraiment la regarder? s'arrêter un peu, Oui. penser à son histoire incroyable, à sa double vie, à ses adaptations, et puis aussi à sa fragilité aujourd'hui. L'auteur dit qu'elle a beaucoup plus d'histoires à raconter qu'il n'y paraît. C'est joliment dit. Et ça peut nous amener à une question plus large, finalement. Combien d'autres créatures autour de nous, qu'on trouve banales, communes, cachent en fait une complexité, une importance écologique et une fragilité qu'on ignore? Bonne question. Qu'est-ce qu'on apprendrait si on les observait avec un peu plus d'attention, de curiosité? Pas seulement sur elles, mais sur notre environnement à tous et sur notre façon de vivre dedans.